Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabienne Brocaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre et je suis ravie de vous accueillir dans le 5e épisode de l'Atelier des leaders, le podcast qui explore les grands enjeux du management et du leadership à travers les regards croisés d'experts et de praticiens. L'Atelier des leaders, le podcast de l'exécutive MBA de M Lyon Business School. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, ou plutôt de ce que le sport peut nous apprendre. Esprit d'équipe, leadership, résilience, gestion de l'échec, performance collective, les parallèles entre sport de haut niveau et entreprise sont partout. Mais au-delà des clichés, qu'est-ce que les sportifs peuvent réellement inspirer aux dirigeants ? Et quelles sont aussi les limites de cette comparaison ? Pour en discuter, je reçois Thierry Pic, professeur de management à l'EM Lyon. Il travaille depuis de nombreuses années sur les environnements de haute performance comme le sport et l'armée. Il s'intéresse à ce que ces univers peuvent apprendre aux organisations et aux leaders. À ses côtés, Greta Moser, responsable Supply Chain Europe dans une entreprise industrielle en pleine transformation. Grande sportive, elle pratique notamment la course à pied, le trail ou encore le hockey sur gazon. Elle nous racontera comment cette pratique nourrit concrètement sa manière de travailler, mais aussi de manager. Bonjour Greta. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Fabienne. Alors Thierry, on entend souvent parler de comparaison entre le sport de haut niveau et l'entreprise. On ne compte plus les sportifs ou les anciens sportifs qui interviennent en entreprise via des conférences. Mais vous dites, vous, que le sport ne doit pas être vu comme un modèle à copier purement, mais plutôt le voir comme une source d'inspiration ou un détour. Alors pourquoi cette nuance est importante à poser d'entrée de jeu ? C'est ça, c'est un détour fertile et c'est surtout pas un raccourci en fait. Il faut donc être vigilant parce que le sport a déjà des règles du jeu assez claires, assez universelles, assez connues, ce qui est pas le cas en entreprise. D'autre part, dans le sport, on a des temporalités qui sont assez claires, des Jeux Olympiques, un championnat. Là aussi, dans l'entreprise, les temporalités peuvent se mélanger avec des acteurs très variés. On a effectivement aussi la place du corps qui est importante dans le sport. Dans l'entreprise, on s'en aperçoit souvent un petit peu trop tard quand on commence à être fatigué au bord de l'épuisement. Et puis je dirais qu'il peut y avoir un risque aussi de métaphores un peu guerrières avec le sport. Voilà, comment on se bat, comment on gagne, comment on affronte, et qu'il faut manier avec prudence, je pense, ces analogies un peu guerrières. J'aime bien cette formule de dire il faut pas copier Luis Enrique, mais on peut s'inspirer ou se questionner de ce que Luis Enrique révèle en termes de leadership, en termes d'esprit d'équipe et en termes de confiance. Donc on s'inspire et on ne copie pas. Voilà. Alors Greta, vous pratiquez plusieurs sports. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, non seulement dans votre manière de travailler, mais aussi peut-être dans votre manière de manager ? Je dirais que la partie de discipline, déjà, parce que quand on pratique un sport, on va mettre des objectifs intermédiaires pour arriver peut-être en course, en distance, en temps, etc. Donc, moi, le côté discipline, être rigoureux par rapport à ce qu'on veut accomplir. Mais dans le travail aussi, c'est pas que l'objectif final qui compte, comme dans le sport, c'est les objectifs intermédiaires. En fait, et comment on va y arriver. Parce que quand on fait du sport, on a un plan d'entraînement. On se concentre sur un plan d'entraînement avec des séances précises, etc. On rajuste par rapport à comment on se sent. Si on revient à la partie du corps, parfois on dit je vais faire 4 séances cette semaine, mais au bout de la deuxième, on est fatigué, il faut faire une pause. Donc pour le travail, je pense que c'est un peu pareil. Moi, je m'en sers de ça pour avoir un plan précis qui ne soit pas figé non plus. Et à partir de là, que ce soit réaliste aussi. Ambitieux, mais réaliste. Qu'on puisse mesurer dans des petites étapes. On touche une question intéressante, là, les objectifs. Est-ce qu'on n'a pas tendance, alors que ce soit dans le sport ou dans le monde du travail, à se focaliser uniquement sur le résultat et les objectifs, Thierry ? Oui, c'est toujours le risque parce que il faut gagner à tout prix génère du stress ce que tu disais effectivement sur la structuration d'une activité dans le temps avec des temps de préparation, avec des temps d'apprentissage. Un entraîneur disait ce qui est important sur un terrain, c'est de faire ce qu'on doit faire avec intensité, engagement et plaisir. Et je pense que la réalisation est aussi importante que le réaliser. Un objectif, on ne contrôle pas. Il peut y avoir beaucoup de paramètres qui font qu'on peut perdre ou gagner un match. Alors que la préparation, la réalisation, le fait de grandir, d'apprendre, tout ça, c'est des éléments qui sont dans notre main. Structurer aussi un projet, comme tu disais. Donc, je pense que dans l'entreprise, il faut faire attention aussi. Bien évidemment, on a des objectifs de résultats à atteindre, mais on a aussi des objectifs de processus qu'on devrait peut-être un peu plus expliciter pour savoir finalement quels sont les moyens et les dispositifs qui vont nous permettre d'augmenter les chances d'atteindre ces résultats. Et l'œil figé dans le tableau Excel nous dit assez peu d'informations finalement sur aussi la qualité des ressources, la qualité de
de la préparation et la disposition des compétences qui sont prêtes à être mobilisées. Le sport nous donne de bons exemples. Léon Marchand, on l'a beaucoup cité au moment des JO, disait que la pression des résultats, au contraire, avait eu un effet contre-productif sur lui. Et c'est en essayant de remettre du plaisir dans sa pratique que ça a tout changé. C'est ça, c'est intéressant d'écouter son préparateur mental, Thomas Samut, parce que 2 ou 3 ans avant, je crois que Léo Marchand était assez en difficulté, parce que très très centré sur les résultats, le chronomètre, les faits, les données, etc. Et son préparateur mental lui a appris en fait à prendre du plaisir et à relâcher la pression sur les résultats pour travailler vraiment le process, la fluidité dans l'eau qui l'a fait gagner d'ailleurs aux Jeux Olympiques, se détacher aussi du temps, des chronomètres, des indicateurs quantitatifs. Et donc c'est un très bon exemple qu'on peut arriver aussi en travaillant en étant non pas axé sur le résultat, mais sur la façon de l'atteindre. Et Greta, la question de la progression est importante dans le sport comme au travail. Ça aussi, vous l'apprenez grâce à votre pratique sportive? Je pense que c'est un mélange des deux. Dans la pratique sportive, évidemment, on est content quand on voit les kilomètres qu'on a fait une sortie longue, qu'on a fait, je sais pas, un sport d'équipe, on a gagné, on a moins perdu que d'habitude. Mais je pense qu'au travail, il faut se rappeler, en fait. Il faut un peu regarder dans le rétroviseur et se rappeler des choses qu'on a accomplies. Parce qu'on est très vite focalisé sur qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi. Mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on est là pour une raison. Parce qu'on s'est entraîné, parce que dans l'entreprise, on a mis en place des choses. Je trouve que c'est hyper important de se focaliser aussi sur la partie positive. Et la reconnaissance. Surtout quand on a des équipes, il faut leur rappeler, regardez tout ce qu'on a fait. On est là, oui, certes c'est difficile, il y aura toujours des choses compliquées. Mais il faut regarder un petit peu en arrière et avoir de la gratitude pour les choses qu'on a accomplies. Je pense que dans le sport et l'entreprise, c'est pareil. Je dis pas que c'est un jeu de bisounours dans l'entreprise ni dans le sport, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir une attitude positive dans les deux. Oui, le contexte est parfois anxiogène, nous pousse peut-être aussi à être plus pessimiste qu'optimiste. Est-ce que le sport nous invite aussi à peut-être apprendre de nos échecs et en tout cas à voir le positif dans même peut-être une blessure ou quelque chose qui s'est pas passé comme on le voulait? Surtout quand on se blesse, c'est la dernière chose qu'on veut que nous arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'avoir entraîné pendant des mois et des mois pour une course assez difficile. Et le jour de la course, je me suis blessée, je n'ai pas fini la course. Mais bon, c'était un peu la décision à prendre. C'était un choix de dire soit je vais jusqu'au bout, ça va me prendre 10 heures de plus que prévu et je ne pourrai pas courir pendant 6 mois. Soit je m'arrête maintenant, je me dis quand même, je me suis entraînée, c'était génial, ça m'a permis de me dépasser parce que l'entraînement, parfois, c'est 90% de tout l'objectif finalement. Et bon, j'ai décidé de m'arrêter et sur le moment, c'était un peu dur. En plus, physiquement, j'étais très fatiguée. Mais je regrette pas, en fait, de l'avoir fait. Après, je pense qu'on a beaucoup de pression, en général, dans l'entreprise et aussi dans le sport. Malheureusement, quand tu le vois. Mais je pense qu'il faut s'autoriser à changer de voie et prendre des décisions en fonction de comment on se sent. On ne peut pas dire je veux y arriver quoi qu'il arrive. Parce que c'est là qu'on se blesse et au travail, on peut avoir des burn-out. On peut aussi faire provoquer des burn-out à nos collaborateurs. C'est hyper important en tant que manager de créer cette culture de OK, si on change de voie, on va être tous ensemble. Et on s'aperçoit d'ailleurs dans le sport que des blessures peuvent être des moments finalement de récupération, voire pour un sportif de se changer un peu les idées. Et on s'aperçoit que parfois ils reviennent plus forts après leur blessure que avant. Donc savoir aussi écouter son corps, évidemment, ça c'est quelque chose en entreprise qu'on connaît pas beaucoup, mais aussi savoir relâcher, voire s'arrêter un petit peu et pas toujours être dans la surperformance en permanence. Ça ne fonctionne pas. C'est se rappeler qu'on est humain et qu'on peut pas être performant, voire surperformant tout le temps. Exactement, il faut savoir relâcher la pression, mais aussi profiter de ces temps forts. C'est-à-dire qu'on a des pics de forme, on le sait bien, intellectuels ou physiques. Comment un manager est capable de repérer l'énergie positive dans une équipe et d'appuyer un petit peu quand c'est nécessaire, et au contraire, quand est-ce qu'il est capable de détecter des dynamiques collectives un peu plus fatiguées, un peu plus faibles, et au contraire de relâcher la pression. Un entraîneur qui sait bien manager une dynamique de groupe, il a l'œil sur l'énergie collective et il est capable d'accentuer ou au contraire de réduire un peu cette pression en fonction à la fois du calendrier, parce qu'il faut aussi répondre à des
des objectifs importants et à des matchs importants, mais aussi à l'état de ses ressources. Comment réussir peut-être à transposer la culture de l'apprentissage dont on parlait dans le sport? Le rapport à l'échec reste toujours compliqué en entreprise, hein, surtout en France, je trouve. Comment essayer de faire pour que on apprenne peut-être un peu plus de nos échecs? Oui, c'est intéressant parce qu'en sport, on filme les erreurs pour progresser. Alors qu'en entreprise, on a plutôt tendance à les cacher pour se protéger. Et dans le sport, l'erreur est fait partie structurellement de la performance. Donc on va l'identifier, on va la travailler, souvent d'ailleurs de façon collective. On va aussi l'autoriser une fois, hein, évidemment. L'idée est de ne pas répéter des erreurs. Hein. Et un entraîneur qui sait bien faire ça est vraiment dans une dynamique d'apprentissage permanent où on ne répète pas les erreurs, mais au contraire, on les analyse et on progresse ensemble. Dans l'entreprise, on a beaucoup de raisons de pas faire ça. D'abord, le fait que il y a souvent des sanctions sur les erreurs et non pas le traitement des erreurs comme étant des éléments d'apprentissage. On aime bien aussi la culture un peu positive. On fait remonter des choses qui vont bien. Et on a un peu du mal à cacher les erreurs, ou alors on trouve des coupables qui sont l'environnement, qui sont la concurrence. Donc on a souvent tendance un peu à se dédouaner des erreurs. Et puis quelque part, on reste quand même dans une culture individuelle qui sanctionne les erreurs, et notamment les erreurs individuelles. Ce que doit bien savoir faire un manager, notamment d'équipe de sport collectif, c'est l'erreur individuelle, la reconnaître, mais mettre tout le collectif autour pour que ce joueur ne reproduise plus cette erreur le samedi d'après ou au match suivant. Et ça, c'est encore quelque chose qui est pas collectivement bien admis dans l'entreprise, où on cherche plutôt des coupables. Quelles sont, Greta, selon vous, les clés d'un bon collectif? On parlait de la performance individuelle, mais aussi de l'importance de l'équipe. Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon collectif au travail? Premièrement, avoir des rôles très clairs. Qui fait quoi? Avoir des objectifs, mais aussi une stratégie. Je pense que quand les gens ils savent, OK, c'est quoi mon rôle, où on va y aller, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Et comme on disait tout à l'heure, c'est cette culture de culpabilité, les gens ils essayent de se couvrir et tout. Moi, c'est une chose que je supporte pas, en fait. C'est quelque chose que il faut travailler, pas que, comme on disait tout à l'heure, le résultat, de faire n'importe comment pour y arriver, mais aussi le comment et vraiment avoir les rôles clairs et communiquer. Parce que une des choses, je pense, le pire, c'est d'assumer que les gens, ils ont compris ce qu'on voulait dire, qui ont compris notre stratégie. Les gens dans les équipes, ils n'ont pas pareil, en fait. Il y a des gens qui comprennent vite, il y a des gens qui comprennent moins vite, qui préfèrent le comment, des autres qui préfèrent le résultat. Je pense que la communication et la répétition, c'est hyper important. Si je reprends, il y a 3 éléments clés. Il y a le partage du projet. Et vouloir être champion du monde ne suffit pas. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun? Et les équipes passent souvent beaucoup de temps avec les joueurs à identifier ce qui est important pour eux, leurs propres besoins individuels pour pouvoir construire derrière un collectif. Il y a effectivement le partage des rôles, la clarté du qui fait quoi. Et en même temps, l'autorisation de créer des interdépendances, c'est-à-dire de sortir parfois un petit peu de son rôle, donc de dépasser sa fonction pour aller soutenir ou aider celui d'à côté. Et c'est souvent là que se joue la performance. Et puis, il y a un concept intéressant en gestion qui est la sécurité psychologique, qu'on connaît bien, qui est la capacité, je crois que ça a été repris dans un autre podcast aussi, d'être authentique, de dire ce qui ne va pas, d'être capable de l'écouter, de ne pas juger et de pouvoir travailler ensemble à partir du moment où on est capable de non seulement communiquer, mais surtout de tout mettre sur la table. Et une équipe qui sait faire ça, elle est capable finalement de progresser, de travailler sur l'ensemble de ses difficultés et de trouver ensemble des solutions. Quand on parlait de la clarté des rôles, on parle de plus en plus de leadership partagé. Alors, il y a le rôle dans le sport du capitaine, du coach, mais il y a aussi des rôles essentiels, peut-être le leader de terrain, celui qui va peut-être faire rire ou détendre dans un moment de stress. Est-ce que c'est aussi transposable dans le monde de l'entreprise, ce leadership partagé? Je pense que le leadership partagé ou le leadership de rôle, au-delà des leaderships officiels, il vient qu'un entraîneur est capable de repérer finalement quel est l'apport singulier de chacun des joueurs. Alors, il y a des apports techniques, il y a des apports stratégiques, il y a des apports aussi de convivialité, il y a des apports de relations extérieures, etc. Et je pense que dans une entreprise, si on reste trop confiné au CV des collaborateurs ou à leur rôle strict que leur confère l'organisation, on oublie qu'ils peuvent avoir aussi des apports d'une façon un peu différente et sur lequel ils sont à la fois motivés, à la fois
ils sont à l'aise, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle des spéciales en sport, c'est-à-dire c'est un petit peu le geste inné qu'un sportif peut avoir et qui fait sa singularité. Moi, je fais le pari que dans les équipes d'entreprise, nos collaborateurs ont des spéciales, c'est-à-dire des domaines dans lesquels ils sont à l'aise et qui suffirait de les mobiliser sur ces domaines-là, que ce soit des rôles de sociaux, des rôles peut-être de prise de recul, des rôles au contraire de stimulation ou d'énergie, qui sont pas encore une fois dans leur CV ou dans leur fiche de poste, mais qui permettraient de leur donner le leadership, puisqu'on prend ce mot-là, sur des actions particulières et qui leur donnent un rôle dans l'entreprise et qui le valorisent en plus. Greta, qu'est-ce que, selon vous, les managers doivent absolument arrêter de faire pour favoriser le collectif? Qu'est-ce que vous a appris l'expérience des choses, des écueils à éviter? Je pense qu'il y a une partie on est tous différents. Donc, il faut vraiment s'adapter. Et on parlait aussi d'avoir une mission en commun avec l'équipe, déjà. Il y a la partie des motivations. Donc, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est la communication, mais on ne peut pas assumer que tout le monde a compris. Je pense que quand on assume que tout le monde a compris, là, c'est déjà une erreur. Et aussi, pas être ouvert avec son équipe. En fait, il faut se rendre accessible aux équipes. Moi, à mon avis, ça n'existe plus, le management, le directif, quelqu'un qui reste dans un bureau et donne des directives à ses collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être sur le terrain. Avant, on disait qu'il faut être sur le terrain quand on gère une usine de production, voir les opérateurs, etc. Mais je pense que dans tous les domaines, il faut être sur le terrain. C'est un peu comme dans le sport. Il faut être là, il faut être présent. Oui, la proximité est importante. Oui. Thierry, on parle du sport comme d'un univers très compétitif. On a des adversaires, mais ces adversaires peuvent nous rendre meilleurs. Alors, on pense par exemple à Federer ou Nadal ou récemment PSG Bayern pour les aficionados du foot. Est-ce que là aussi, en entreprise, c'est important peut-être d'avoir de bons compétiteurs en externe aussi pour être meilleur en interne ? En tout cas, c'est important de considérer différemment nos compétiteurs, qui peuvent être effectivement vraiment des gens à battre, hein, si je prends la métaphore sportive, mais qui peuvent aussi nous faire progresser et qui peuvent aussi nous faire révéler notre propre niveau. Et c'est vrai que le sport nous montre que on progresse parce que quelqu'un nous pousse un petit peu à progresser. Et on commence à avoir beaucoup d'écosystèmes qui se créent, d'innovations ouvertes, voire de coopétition, c'est-à-dire des adversaires qui se mettent ensemble, notamment sur de la recherche et du développement pour mutualiser des coûts, etc. Et je me dis que bien sûr le sport est un environnement très compétitif, mais cette compétition elle peut aussi être envisagée comme une aventure humaine qu'on vit à plusieurs, où on essaye chacun effectivement d'être au maximum de son niveau, et c'est aussi ce qu'a besoin l'entreprise pour progresser. Donc comment on peut changer aussi l'état d'esprit et le regard sur la compétition plutôt qu'un ennemi à abattre, au contraire presque un partenaire d'entraînement. Et est-ce que quand on parle de dépassement de soi, la principale compétition, c'est pas entre guillemets contre soi-même, ou en tout cas pour se faire progresser soi? Oui, et notamment au sein des équipes. Attention à ne pas mettre les équipes les unes contre les autres, les individus les uns contre les autres, parce que là, du coup, on perd de la performance en interne. Et comment on va beaucoup travailler, ça, je crois que c'est le rôle des managers, la synergie, les interdépendances, le soutien, tous ces éléments qu'on voit assez peu dans des KPI. Comment est-ce qu'on mesure une solidarité, un soutien, un co-apprentissage, et on voit bien que dans les équipes soudées qui gagnent des championnats, c'est vraiment cette dynamique collective qui fait la différence. Sur le terrain, Greta, vous pratiquez le hockey sur gazon. Qu'est-ce qui fait la différence justement dans l'équipe? Je pense que c'est la bienveillance. Entre nous, c'est la première chose, je pense. Après, je joue dans une équipe de loisirs, donc on est vraiment là pour le fun. Mais c'est vrai que moi, perso, j'ai un côté un peu compétitif, donc quand on est là, on veut gagner. Donc, il y a la partie bienveillance, la partie de s'organiser avant un match. On s'organise, on n'est pas beaucoup, donc il faut s'organiser à la dernière minute. Et évidemment, fêter quand on gagne ou quand on perd, moins pire que la fois d'avant. Qu'on progresse. Voilà, qu'on progresse. Pour moi, ça faisait plus de 20 ans que je jouais pas au hockey. J'avais joué quand j'étais toute petite, pendant 10 ans. Et quand j'aurais pris la crosse, ça est revenu tout de suite. Donc moi, ça me donne un plaisir énorme parce que ça me rappelle quand j'étais petite. Je pense que dans la partie collective, c'est ça. On est tous là pour le plaisir. On communique, en fait, on s'entend bien, il y a de la bienveillance. Je pense que ça, c'est le plus important. Greta, vous parliez de célébrer. Alors, ça fait partie des rituels du sport dont on peut s'inspirer en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres, selon vous, rituels ou pratiques qu'on peut intégrer dans son quotidien, au-delà des parallèles entre le sport et l'entreprise, vraiment dans notre quotidien de manager? Qu'est-ce qu'on peut piquer aux sportifs? Je dirais déjà penser que la performance, elle est issue de l'entraînement.
Donc, quand est-ce qu'on se réserve des temps pour monter en compétences individuellement et collectivement? Donc voilà, c'est l'analogie avec la préparation qu'ont tous les sportifs. De même, comment est-ce qu'on planifie des récupérations? Des temps de ressourcement, des temps un petit peu pour soi, où on n'est pas dans la surperformance et dans la suractivité un peu en permanence. Et puis, il y a des rituels qui sont importants dans le sport, qui est la réflexivité, l'apprentissage. On va revenir sur des périodes ou sur des épreuves ou sur des projets pour pouvoir mettre en évidence ce qu'on a réussi, ce qu'on a bien fait, traiter les erreurs comme on le disait tout à l'heure. Et ces rituels, alors qui donnent l'impression de perdre du temps, sont en fait des gains énormes en termes d'apprentissage et en termes de progression. Et je rajouterais aussi des rituels sociaux, c'est-à-dire que le Covid nous a un peu fait perdre parfois l'idée de se retrouver finalement simplement pour avoir le plaisir de se retrouver. Et c'est ce que font les sportifs, alors soit dans la troisième mi-temps, soit dans les temps, y compris conviviaux, qu'ils peuvent avoir avant les matchs. Et je pense qu'une équipe cohésive, c'est aussi parce que les gens s'entendent bien, passent du temps ensemble, sont bienveillants, comme tu le disais. Donc ces éléments assez fondamentaux, mais dont on doit mesurer l'importance en considérant que finalement ils sont stratégiques et ils sont pas juste accessoires. Greta, est-ce qu'il y a des rituels particuliers quand on démarre et qu'on prend un nouveau poste, ce qui est votre cas, puisque vous êtes depuis quelques semaines dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a des rituels en particulier qui vous aident? Pour moi, seul, c'est vraiment de prendre du temps pour moi, de respecter. On peut pas tout apprendre tout de suite. Donc, je dois vraiment me rappeler que ça fait que 2 semaines, 3 semaines que je suis là et personne s'attend que je gère tout après un mois. Donc, c'est quelque chose que je dois me rappeler toutes les semaines, le lundi, quand je vais au bureau. Tranquille. Ça fait que 3 semaines, 4 semaines, etc. Et le temps de récupération, en fait, d'arrêter. En fait, il y a où j'ai des jours fériés, il y a des jours fériés. Je me repose, je fais une autre chose, je fais du sport. Je fais quelque chose d'autre, ça me fait du bien. Et après, j'arrive avec... j'ai des bonnes idées, en fait, après. S'il n'y a pas de repos et le sommeil, je pense que c'est hyper important de dormir assez. Et pour mon équipe, je viens de les rencontrer, mais je passe du temps avec eux et les objectifs pour moi, vraiment, maintenant, c'est de comprendre ce qu'ils font, comment on va progresser. Pour moi, un peu mesure de succès de mes premières semaines, c'est est-ce qu'ils me font confiance? Quand on a des discussions, ils prennent des notes déjà, je me dis OK, donc c'est ce que je dis, c'était peut-être important. Et d'avoir des moments de reconnaissance, en fait. Comme on disait, le temps de déjeuner, ou de faire une activité, ou juste prendre parfois un peu plus de temps dans une réunion, juste pour parler de notre chose. Moi, mes premières rencontres avec les équipes, un par un, on parle toujours au début de leur vie. Moi, ça m'intéresse d'abord de savoir un petit peu plus de leur vie. Il sait qui est la personne derrière l'ordinateur, qui passe les commandes, etc. Et après, on passe au sujet du travail. Je pense que ça crée un lien. Et les équipes, ils sont reconnaissants, en fait. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu me dit « Je suis tellement content que quelqu'un nous écoute. » C'est juste de l'écoute pour l'instant, parce qu'après moi, on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour moi, c'est hyper important. Et eux, ils se sont écoutés. C'est vraiment un truc tout simple, mais il faut du temps. Donc, je veux dire, mon agenda, il est assez chargé. C'est très productif. Dans les sports de haute montagne, il y a une expression qui est intéressante, qui est travailler le lien de cordée. Et on sait que plus le lien de cordée est solide, c'est-à-dire plus les sportifs ou les gens se connaissent, ont passé du temps ensemble, plus ils vont être capables de faire face à des challenges ou à des défis quand la tempête soufflera. Donc ce lien de cordée qu'on peut considérer comme un peu perte de temps, alors qu'il peut se faire à la machine à café, qu'il peut se faire dans des soirées de façon très simple et très informelle, il faut vraiment penser que c'est important pour tisser des liens, en fait. Et c'est quelque chose à renouveler quand il y a des nouveaux qui arrivent aussi au sein du collectif. Bien sûr, je pense que l'arrivée de nouveaux collaborateurs, c'est une superbe occasion de retravailler ces liens sociaux. Et en même temps, je parlais de temps d'entraînement, pourquoi pas de réviser ces procédures, ces processus, en même temps de les apprendre aux nouveaux arrivants, et en même temps repartager les fondamentaux, ce que font tous les sportifs quand ils sont à l'entraînement, ils retravaillent leur gamme, en fait. Et est-ce que c'est pas l'occasion, quand on a des nouveaux arrivants dans une équipe, de retravailler ces gammes ensemble ? Et peut-être de les faire évoluer, bien sûr. Alors pour terminer, si vous deviez retenir une seule leçon du sport pour les managers, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en avant comme message chacun ?
Moi, je dirais le collectif, parce que même les sports individuels ont besoin d'un staff et parlent beaucoup de ce qui se passe en termes de cohésion du staff. Encore plus vrai dans les sports d'équipe, etc. Et dans l'entreprise, on est très souvent sur la gestion des talents ou sur l'individualisation à la fois des objectifs. Et donc, je conseillerais aux managers d'aller regarder ce qui se passe parmi les entraîneurs qui savent le mieux créer des dynamiques collectives. On voit bien que le football a compris que juxtaposer des stars ne suffisait pas et qu'il fallait au contraire changer complètement l'état d'esprit. Petit clin d'œil au PSG. Voilà, et donc un manager aujourd'hui, on l'a dit, il devrait passer uniquement de la logique résultat objectif à une logique de compétence sur la création de collectifs performants, sur le travail sur les complémentarités, les interdépendances, les liens entre les individus qui sont opérationnels et sociaux, et passer du temps sur le terrain, tout ce que tu as dit, qui est aujourd'hui, je pense, le rôle d'un manager qui est plus le sachant, mais qui est au contraire au service de ces collectifs. Je pense que la partie, quand on a évoqué la partie du sport, c'est vraiment, quand tu disais, on filme pour apprendre, toute la partie d'apprendre de ses erreurs, mais rapidement, je pense que ça, c'est hyper intéressant quand on travaille en équipe, c'est vraiment dire, on est autorisé à faire des erreurs, mais par contre, on agit vite, on apprend vite et on continue. Je pense que ça, c'est, je veux le dire en anglais, mais c'est le fameux fail fast to learn fast, en fait. Ça, c'est... j'ai même vu dans mon MBA, on est tous là, waouh, mais c'est vraiment un concept simple, mais qu'on a du mal à le mettre en place parce qu'il y a cette partie des culpabilités, on cherche qui a fait quoi. Donc, je pense qu'en tant que manager, c'est hyper important de mettre en place ces cultures. C'est hyper important. Donc, à suivre. Je crois que le manager, son rôle est de créer ce contexte où on est capable d'échanger sur les erreurs et de les travailler. J'aime bien l'analogie du manager jardinier. Parce que finalement, on peut pas tirer sur une fleur pour la faire pousser. On peut juste créer un contexte dans lequel la graine va s'épanouir. C'est la même chose pour les sportifs et je pense des collaborateurs. Notre terrain de comparaison pour les managers. Merci à tous les deux. Merci Greta. Merci Thierry. Et puis on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. L'Atelier des leaders, le podcast de l'exécutive MBA de M Lyon Business School.